Aujourd'hui, je vous présente ce projet de banquette canapé d'extérieur. Je vais vous montrer toutes les étapes de fabrication un peu plus tard. Quand on passe quelques jours sur un projet, je trouve ça pas mal de réfléchir un peu au design et d'être sûr de fabriquer exactement ce qu'on veut. Moi, je suis pour le design fonctionnel. Donc, en termes de dimension, le but, c'est de faire des banquettes où on peut s'allonger dessus. Donc, je me suis allongé par terre, j'ai mesuré. Pour moi, c'est 55-60 cm de large. En longueur 2 mètres, c'est la longueur standard pour les matelas. Ce sont des banquettes canapé, donc c'est très important de pouvoir s'asseoir dessus confortablement. En termes de hauteur par rapport au sol, je voulais le plus bas possible, mais il faut encore pouvoir se relever sans se casser les genoux. Donc 25-30 cm en test, ça marchait bien. Après, on a le confort. Donc moi j'aime bien quand c'est bien rigide, que ça bouge pas, que ça ne risque pas de basculer. Donc c'est quand même solide et lourd, pas d'angle vif. Après, la contrainte technique la principale, c'est la résistance à l'eau et à la pluie, puisque j'habite en Bretagne. Donc il faut que ça dure. Le projet est fait de deux éléments, les pieds qui sont solides, stables et indépendants, et puis les lattes qui vont recouvrir les pieds et qui sont confortables et durables. Donc j'ai fait les dessins, petite liste de coupes, donc le calpinage, et puis maintenant je débite les planches. Et donc des fois il vaut mieux le faire avec les outils portatifs pour être en sécurité et puis travailler efficacement. Alors bien sûr on peut aussi couper avec la scie sur table. Là l'intérêt est moindre parce qu'en fait je suis pas en train de tronçonner du bois qui a été dégauchi, raboté. C'est du bois brut. Ça veut dire que mes coupes là sont pas finales puisque ces faces vont changer. Donc ça veut dire que le 90 degrés il va être perdu. Et donc j'ai gardé de la marge, donc je vais devoir tout raboter, dégauchir, et après je vais revenir sur cet outil pour récupérer la taille exacte et les 90 degrés exacts. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est pas juste parce que c'est plus pratique de raboter, dégauchir des petites longueurs dans un petit atelier, c'est parce qu'aussi, là, je cherche à maximiser le bois que je garde. On gagne beaucoup de bois en la découpant en deux, puis après en passant la dégo chaque partie indépendamment. Sur le haut, là, on voit la planche qui est pas plate. On voit là au milieu, si on veut faire quelque chose de droit, sur mettons 2 mètres, la planche finale sera pas très épaisse. Alors que si on peut faire chaque morceau indépendamment, on peut gagner beaucoup en épaisseur. Maintenant, j'ai dégauchi deux faces, donc une plate, une à 90 degrés. Et je vais utiliser la scie sur table pour mettre à dimension de largeur. Et après, je vais raboter, j'utilise en mode raboteuse pour réduire l'épaisseur. Je le fais dans cet ordre pour limiter le nombre de copeaux qu'il y a à la dégo et à la raboteuse. Alors les agents de glissement, c'est pas juste pour la dégo. Ça marche aussi super bien sur les scies sur table, même ici celle-là qui est en alu. Ça fait vraiment une différence quand on a une série comme ça. Donc là, j'ai pas une énorme série, j'ai peut-être une vingtaine de pièces à passer. Mais ça fait vraiment une différence. Et du coup, on travaille plus en sécurité parce qu'on a moins besoin de forcer pour pousser. Et donc il y a moins de chances qu'on trébuche ou qu'on glisse ou que voilà, la main finisse à un endroit où on n'a pas envie qu'elle finisse. Alors le banc d'extérieur, il tient sur trois piétements par banc. Donc un banc de 2 mètres, trois piétements. Comme c'est du bois d'extérieur, ça va pas mal bouger. Je pense que ça vaut le coup de faire un petit assemblage à queue d'aronde à plat. Donc en fait avec la bonne technique ça prend pas beaucoup plus de temps à faire que des queues droites et c'est un gros avantage, c'est que quand le bois va inévitablement jouer ça va beaucoup mieux tenir dans le temps et ça va être plus stable sans forcément devoir tout coller ou tout visser, ça va être plus durable. Donc je vais vous montrer, il y a plusieurs façons de faire ce genre de queue plate. Je vais vous montrer la technique que j'ai choisie aujourd'hui. Évidemment il y a des variantes. La première chose à faire, c'est de tracer les queues mâles. Moi, j'aime bien faire le trusquin parce que comme j'ai une série de 6 à faire, ça permet d'aller plus vite. Et en l'occurrence, j'ai même été encore plus vite. J'ai tracé sur une queue, je l'ai coupé et ensuite j'ai juste reporté sur les 5 autres. Donc ça permet de gagner un peu de temps. Une fois qu'on a la queue mâle, on va pouvoir passer à la queue femelle. Alors qu'on ait fait la partie mâle à la main ou à la scie à ruban, ça revient à peu près au même. On peut aussi le faire à la scie sous table. Mais bon, chacun fait comme il veut. L'important, c'est que les bords soient bien à 90 degrés. Ensuite, on va reporter. Donc là, vous voyez que j'ai positionné les deux morceaux de bois comme ils devraient être. On plaque bien. On peut mettre un serre-joint éventuellement si on a peur. Et puis là, on vient tracer au crayon pour délimiter, pour marquer sur le morceau de bois les endroits où on va devoir aller couper. Donc là, je me suis mis en bout d'établi. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux aller par en dessous. Donc une fois qu'on a les marques, on va prendre une petite équerre pour venir les prolonger. Donc là, je vais le faire à la main parce que j'ai qu'une seule main. On va dire que ça fait quelque chose comme ça. Et dans ce genre de situation, c'est très important de bien comprendre quand je vais aller couper. Est-ce que je coupe à gauche de mon trait, à droite de mon trait, sur mon trait? Là, en l'occurrence, c'est le trait, je l'ai fait par l'extérieur. Donc ça veut dire que c'est toute la partie intérieure qui doit disparaître. Mais le trait doit rester. Donc ça veut dire que c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai utilisé un gros crayon. C'est pas grave que le trait soit fin. L'important c'est qu'à la fin, le trait n'ait pas été touché, qu'on ait enlevé tout le bois qui arrive jusqu'au bord du trait. Et pareil sur les côtés.
Et ensuite, pour couper, ça on peut les couper à la main, les parties femelles. Là, c'est du bois, on est dans le sens des fils. Donc, en termes de sciage, il faut avoir une scie. On peut pas avoir une scie à tronçonner si on veut le faire à la main. Ça se fait, mais je trouve ça un petit peu long. Et donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé la scie à ruban. Donc, il y a deux solutions pour la scie à ruban. Soit on peut incliner le plateau, mais sachant que ça marche que dans un sens. Soit on construit un petit gabarit comme celui-là. Donc, c'est vraiment un gabarit tout bête. Et hop, on pose la planche dessus. Et là, vous voyez que l'angle, il est pile poil. Hop, et ça permet de couper. Donc encore une fois, je coupe juste à main levée, hein. Il n'y a pas de guidage, c'est guidé à la main. Mais l'angle de la queue d'aronde, il est fixé par le gabarit. Donc ça permet en fait de se concentrer que sur une seule dimension et puis de couper en sécurité. Voilà, très simple. Une fois qu'on a fait ces deux coupes, hop, comme ça et comme ça. Donc là, on fait celle du bas. Tac. Une fois qu'on a fait ça, il faut encore enlever la partie du milieu. Donc pour ça, ce que je recommande, c'est si on a que ce soit à la main ou à la scie à ruban, hop, de venir faire des entailles jusqu'à la limite de la ligne pour avoir bien son. En fait, ça sert non seulement à enlever du bois, mais aussi à marquer l'endroit où est la ligne. Et ensuite, il y a deux façons de travailler. La façon traditionnelle, ça va être au ciseau à bois. Je viens mettre sur, je viens enlever d'abord au fur et à mesure, j'enlève, et à la fin je viens enlever sur la ligne jusqu'au milieu. Ensuite, je retourne, j'enlève, et puis je finis là. Ça marche bien, c'est un petit peu long, et donc là j'ai découvert, j'ai testé une nouvelle méthode, alors que j'utiliserai pas en ébénisterie pour un meuble d'intérieur, mais pour un meuble d'extérieur où le bois va jouer, c'est pas mal. Alors cette nouvelle méthode, l'idée, c'est d'utiliser un outil multifonction vibrant. Donc pour ça, j'ai fabriqué un autre petit gabarit pour se guider. Donc c'est tout bêtement des morceaux de bois à 90 degrés que j'ai vissés. Je vais venir les accrocher là pour me servir de guide. Maintenant que j'ai une bonne surface plane pour me guider, en fait c'est très simple, je vais venir prendre l'outil vibrant. Donc là j'ai bien mis une lame pour métal et j'en ai mis une assez grande pour avoir de la surface de guidage. Et je viens me reposer en fait sur la surface de guidage et je vais venir, hop, avancer doucement, donc sans que ça chauffe, parce qu'on a fait les coupes à la scie à ruban, il y a de quoi évacuer les copeaux, donc ça va le faire. Ça va pas être violent et ça va pas faire chauffer la lame. Et après, hop, on vient couper. Et alors, ce qui est assez magique, c'est qu'en fait, avec un peu d'habitude, on peut tout faire d'un seul côté. C'est-à-dire qu'au ciseau à bois, il faut faire un coup, il faut commencer par un côté, finir par l'autre, sinon on coupe pas droit. Là, avec cet outil, c'est assez raisonnablement précis. Voilà, ça permet d'aller assez vite et puis de nettoyer. Et éventuellement, si on veut dégager un petit peu au milieu, on peut creuser un tout petit peu. Donc ça, c'est une astuce. Hop, donc là, j'ai fait les 6. Donc là, c'est une jambe qui est assemblée sur la partie horizontale. Et maintenant, je vais rajouter la deuxième jambe. Donc là, c'est pas un assemblage à queue d'aronde, ça va être un assemblage à queue droite. Ça, c'est la partie où je vais avoir les parties femelles sur le dessus. Et ça, c'est la partie mâle sur les côtés. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire les femelles sur les côtés sur la grande pièce et les mâles sur les côtés sur la petite pièce? C'est tout simplement parce que comme ça m'évite de creuser à l'intérieur. Si j'avais inversé, j'aurais dû creuser ici à l'intérieur et c'est plus difficile à faire, ça prend un peu plus de temps. Alors que là, je vais pouvoir directement enlever le bois en attaquant par les côtés. Donc pour faire cet assemblage-là, il y a plusieurs options, hein. Là, j'en ai 6 à faire. Donc si j'en avais 2-3, je les aurais fait à main levée sur la scie à ruban. Mais là, comme j'en ai 6, j'ai fait un petit montage. Donc là, c'est juste un chariot de coupe. J'ai mis deux cales. Et comme ça, je vais venir faire un trait d'un côté, un trait de l'autre. Et comme ça, je vais pouvoir aller assez vite. Évidemment, il faut que la hauteur de la scie soit réglée pile poil pour que ça arrive sur le fond de l'assemblage. Voilà, j'ai donné 2 coups de scie. Ça va très vite. Et ça permet de travailler quand même avec précision. Parce que la scie sur table, quand elle est bien réglée, c'est quand même assez redoutable. Alors ça ne me permet pas d'enlever vraiment les morceaux qui sont au milieu. Il y a plusieurs, pour enlever ce qui est la partie au milieu, il y a plusieurs versions. Il y a des gens qui font plein de petits traits comme ça, plein de traits de coupe. Et puis après qui nettoient le reste au ciseau à bois. Donc ça c'est une option. On peut aussi les faire à la scie à ruban ou à la main. Donc là hop, j'ai fait les petites coupes pour affaiblir le bois et puis pour permettre l'évacuation des copeaux quand je vais vouloir les dégager. Ça fait gagner beaucoup de temps d'avoir des coupes parce que non seulement ça donne un repère de profondeur. Si on le travaille au ciseau à bois, par exemple, ça permet d'avoir une verticale parfaite. Il suffit de suivre les marques de la scie. Et en plus, on peut facilement casser les morceaux et donc on n'a pas besoin d'évacuer autant de copeaux. Ça va beaucoup plus vite. Donc si c'est possible, c'est recommandé. Et même quand je suis à la main, je fais quand même ces coupes pour affaiblir le bois pour aller plus vite après. Alors je vais réutiliser cette technique avec l'outil multifonction en me guidant bien.
Alors la version traditionnelle de cette technique, c'est tout simplement celle-ci, où on va aller chercher le dégager. Ça marche assez bien. Après, ça prend un peu de temps, et si on veut scier précisément à l'arrière, c'est assez difficile. Et du coup, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on scie pas vraiment sur la marque, on laisse à 1 ou 2 millimètres, et après, on va finir au ciseau à bois. Donc ça marche bien, mais ça rajoute une étape. Et donc là, vu que j'ai pas besoin d'une extrême précision, l'outil multifonction, ça va bien, ça me va bien. Alors on a la partie mâle de l'assemblage, et maintenant, hop, on veut faire la partie femelle qui va venir se poser. Donc ça vient en complémentaire. Et donc là, je vais essayer une technique similaire à la scie sur table, avec une petite variante. Donc pareil, j'ai réglé une petite butée pour couper là. Et après, hop, on met une petite cale pour faire le deuxième trait, pour faire la deuxième coupe. Donc là, c'est la coupe du bout. Hop, je pousse. C'est la coupe intérieure. Donc juste avec une petite cale. Alors attention, la cale ne peut pas exactement être de la même largeur que la pièce à couper. Parce qu'en fait, il y a aussi l'épaisseur de la lame. Donc il faut bien ajuster, tenir compte de son épaisseur de lame. Celle-là, elle fait 2,4 mm. Et donc j'ai ajusté avec un petit papier de verre pour être pile poil. Donc là, mon objectif, c'est de finir cette découpe. J'en ai pas mal à faire, j'en ai 6 x 2, 12. Donc là, je vais juste le faire traditionnellement avec des ciseaux bien aiguisés. Le bois va vite voler, donc ça va aller assez vite. Alors ça va vraiment très vite. Là, pour donner une idée, j'ai mis exactement 2 coups de ciseaux à bois par côté. Et il y a tout qui est parti. Parce qu'avec le sens des fibres, hop, ça saute, même à la main, ça sauterait. Donc évidemment, là, il faut que je finisse de reprendre un petit peu le fond. Mais ça, je peux le faire même à main levée, à vrai dire. Là, il n'y a même plus besoin de marteau. Maintenant que les assemblages sont faits, je rajoute une petite touche décorative. C'est vraiment très simple. Je vais juste alléger un peu le design des pieds du banc pour que ça fasse un petit peu moins rustique. Et donc là, l'idée, c'est assez simple. D'abord, on trace. Alors là, il y en a 12 à tracer. Il faut tracer des deux côtés. Ça fait 24 tracés. Ça fait beaucoup. Donc, pour le faire aux instruments à chaque fois. Donc là, j'ai juste construit un petit gabarit. J'ai collé des petits guides sur le côté pour qu'ils soient toujours bien alignés. Et comme ça, hop, on fait d'abord d'un côté et ensuite de l'autre côté. Et ça permet de tracer rapidement les 24 tracés qu'il faut faire. Après, ça se passe à la scie à ruban. Et bon, là, il n'y a rien de très intéressant, hein. C'est petit coup de scie à ruban. Travailler bien en sécurité, suivre les lignes. Il n'y a pas besoin d'être d'une précision absolue ici, parce que c'est de la décoration. Puis il y aura un chanfrein qui va venir permettre de corriger éventuellement les défauts, en tout cas à l'œil visible. C'est pas des surfaces d'assemblage, donc là le but c'est d'aller vite sans faire de bêtises. Et évidemment, s'il n'y a pas de scie à ruban, on peut le faire soit à la scie sauteuse. Alors c'est un peu plus dur parce qu'il faut rester quand même à 90 degrés, il ne faut pas forcer. Sinon, juste à la scie à main, on peut faire plein d'encoches comme ça. Et après dégager au ciseau à bois pour récupérer les surfaces. Maintenant que j'ai découpé la forme générale, bon, il y a encore un petit peu de travail parce que c'est des découpes brutes de scie, donc il y a encore des traces de scie, surtout sur les endroits où c'était un petit peu serré, j'ai pas pu aller bien droit. Je vais profiter que j'ai la ponceuse oscillante pour nettoyer un peu les coupes. Alors pour faire tous les chanfreins à 45 degrés, j'en avais quand même beaucoup. Il y a 12 pieds, recto verso, c'est des profils compliqués. Donc j'ai décidé finalement de le faire à la défonceuse. Et comme là il s'agit de suivre quand même des profils compliqués avec une défonceuse qui est un peu trop grande pour ce genre de pièces, le mieux pour travailler en sécurité c'est d'avoir une défonceuse sous table. Donc bon, c'est pas vraiment une table de défonceuse, donc j'ai improvisé une petite structure. Tant que c'est stable, que ça bouge pas avec la vibration, une petite aspiration, ça fait le taf. Donc ça m'a permis de faire tous les chanfreins. Donc évidemment, on ne veut pas aller faire de chanfreins sur les parties qui sont dans les assemblages. Après les chanfreins, j'ai passé un petit coup de ponceuse, mais vraiment rapide. Alors j'ai fait une petite erreur qui m'a bien embêté, c'est qu'en passant la ponceuse, j'ai effacé tous les chiffres. Et du coup, j'ai dû retrouver un à un quel morceau correspond à quel morceau pour que l'assemblage soit propre. Là, j'ai choisi de coller. C'est pas vraiment que ça a besoin de force parce que les assemblages sont très serrés, donc vraiment ça bouge pas. Mais j'ai mis de la colle polyuréthane extensive pour l'extérieur. Et en fait, l'idée, c'est que je vais limiter, enfin, j'espère que ça va limiter l'infiltration d'eau sur la durée de vie du banc et donc permettre que ça vieillisse mieux, tout simplement. Bon, qui dit collage, dit nettoyage de la colle. Là, j'ai utilisé la colle polyuréthane expansive. Donc malheureusement, c'est aussi beaucoup plus pénible de nettoyer que la colle à bois traditionnelle parce qu'elle gonfle et puis elle est à moitié molle, à moitié dure. Donc pour les outils, c'est pas top. Donc pour ça, le procédé que j'ai trouvé qui marche le mieux pour ce que j'ai dans l'atelier, d'abord un coup de ciseau à bois pour enlever le gros, pour pas polluer les abrasifs et puis dégager le plus possible. Je vais le repasser au cuir juste avant pour qu'il soit bien énervé. La ponceuse oscillante
pour mettre à niveau les assemblages qui sont pas forcément exactement à niveau. Donc bon, ça aurait été mieux d'avoir une ponceuse à bande, mais on fait avec ce qu'on a. Et puis enfin la ponceuse orbitale classique avec évidemment l'aspiration pour que les transitions soient pas trop visibles à l'œil et puis enlever le reste, les petites choses. Il y a vraiment la finition propre. Donc là ce que j'ai utilisé c'est de l'huile, huile de Ting, qui est une huile qui est pas mal pour l'extérieur parce qu'elle polymérise contrairement à pas mal d'autres huiles naturelles. Donc ça se met juste au pinceau. Un petit détail quand même, c'est pour la faire bien pénétrer dans les fibres. Le pistolet à chaud avec modération, sinon ça creuse des fibres. Et donc là, on est plus plat. Donc l'huile va rentrer dans les fibres. Et puis après, elle va polymériser, donc durcir en surface. Et c'est une finition qui est facile à réparer sur le long terme, qui est écologique. Que moi j'aime bien, qui coûte pas trop cher. Alors maintenant que j'ai fait les petits bancs, je vais faire les lattes qui vont faire l'assise. Donc là, une chose à noter, c'est que je prends du Douglas brut, je l'ai dégauchi, je l'ai pas raboté, je l'ai dégauchi une face. Après, j'ai fait deux 90 degrés, mais qui sont pas parallèles. Et après, j'ai dégauché l'autre côté. Donc, c'est pas tout à fait standard, puisque là, on n'a pas la garantie que les deux faces sont parallèles. Mais comme je vais refendre, ça me dérange pas en fait, puisqu'après les lattes, j'ai pas besoin qu'elles soient calibrées absolument exactement la même taille. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir deux surfaces belles pour pouvoir me guider pour les usinages après. Et pareil sur les côtés, j'ai pas besoin qu'ils soient exactement perpendiculaires. Ça permet donc ce genre de petite astuce, ça permet d'économiser du bois, mine de rien. Mon atelier est un peu juste, donc je suis obligé de mettre les machines en diagonale, garder la porte ouverte pour pouvoir avoir les 4 mètres. Donc là, vu que je vais pas mal déligner quand même, j'ai sorti la lame avec moins dedans, donc ça va être un peu plus facile pour la machine. Et très important, c'est que sur ce genre d'opération où bon, c'est un peu sketchy, il vaudrait mieux être deux. C'est pas mal d'avoir quelque chose pour presser. Ça permet d'éviter voilà, les petits à-coups involontaires sur les changements de main ou quand on attrape le pousseur, etc. Bien waxer mettre l'agent de glissement sur la machine pour simplifier au maximum. Alors maintenant qu'on a une bonne surface de référence, je vais pouvoir refendre à la scie. C'est pas trop, c'est 12 cm. Donc pour cette scie, c'est largement dans les capacités. J'ai mis une lame qui est une lame de refente avec des dents au carbure, des dents assez espacées mais pas trop épaisses, qui va faire une belle surface de finition. Le pressoir, très important pour moi, parce que comme je suis tout seul, il faut que je puisse lâcher la pièce en cours de coupe pour pouvoir aller changer les appuis, etc. Et après, tous les éléments de l'atelier sont au même niveau, donc ça permet d'avoir des surfaces d'appui de fortune. Alors c'est un peu de l'anecdotique. Pour les lattes qui vont sur les bancs, j'ai décidé de donner une pente des deux côtés, donc c'est recommandé dans la norme française pour fabriquer des terrasses. Quand on veut faciliter l'écoulement de l'eau, comme je suis en Bretagne, il pleut quand même régulièrement, je préfère donner une petite pente. Donc dans la norme, il parle de pente entre 4 et 8%. 8% c'est énorme. Donc moi, je préférais retenir 4%. Ça fait en gros entre le point haut et le côté 2 mm de moins. Donc là, je l'ai dessiné très exagéré, évidemment. Et donc l'idée, c'est qu'avec cette pente, l'eau peut s'évacuer. Et alors pour le faire, il y a plein de façons. Mais je pense que pour moi, en tout cas, le plus rapide, c'est à la dégauchisseuse. Donc là, j'ai mis une bande de 2 mm et j'ai réglé ma profondeur de coupe, ma passe sur 2 mm. Et donc l'idée, c'est de passer sur le morceau de bois en étant incliné comme ça. Donc, ce qui fait que les copeaux vont être pris que sur une moitié. Et puis après, on peut faire la même chose dans l'autre sens pour prendre sur l'autre moitié. Alors, ça donne pas des résultats parfaitement précis au dixième, mais ça permet assez vite d'enlever la majorité des copeaux et d'avoir quelque chose qui est pas loin. Et en l'occurrence, qui est facile, en tout cas pour moi, vu la petite quantité que j'ai, qui est facile à reprendre super rapidement à la cale à poncer pour adoucir tout ça, ou au rabot. Je pense que je vais plutôt passer au rabot, là. Ça permet d'avoir un profil voilà, qui serait dur à avoir autrement, peut-être à la scie circulaire, à la scie sous table. Mais bon, ça ferait une coupe où il faudrait passer le morceau vertical, une coupe par en dessous, il faudrait vraiment que ce soit bien pressé, ça ferait beaucoup de poussière, donc je préfère faire des copeaux. Alors maintenant que j'ai fait l'arrondi sur le dessus, les pentes, il faut que je casse les arêtes. Donc dans la norme, il parle de casser les arêtes sur au moins 2 mm. Je pense que traditionnellement, ça se fait, enfin dans l'industrie, on va dire que ça se fait plus avec des arrondis. Moi, j'ai décidé d'utiliser la Dego ici. Parce que déjà ça va beaucoup plus vite. Ensuite j'ai pas de défonceuse sous table. Ça aurait été plutôt le boulot pour une affleureuse. Après ça fait quand même pas mal. Là j'ai 10 planches. Il faut faire les 4 côtés. Ils font 2 mètres. Ça fait 80 mètres de champ à faire.
À la Lego, ça se fait bien. Alors, le seul petit défaut, c'est que vu qu'il y a un côté où j'ai fabriqué, du coup, un arrondi, pour se guider sur la surface, c'est pas top. Donc, faut faire bien attention aux doigts. Mais ça passe. Et puis, pour les finitions, parce que je sais que ce sera pas parfait, un petit coup de rabot, vraiment un petit, qui fait juste les champs. Ça va très vite aussi. Bon, un petit projet comme ça fait quand même pas mal de copeaux. Donc là, c'est un bidon de 100 litres. Une autre opération d'usinage à faire pour les lattes, c'est des rainures en dessous pour libérer les contraintes. Le but, c'est de limiter la casse quand il s'agit de déformation, de vrillage, de flambage, etc. Donc la norme pour les terrasses recommande d'aller entre un tiers et la moitié de l'épaisseur du morceau de bois de la latte. Moi, je trouvais que ça faisait beaucoup dans mon application. J'avais peur que ça diminue un peu trop mécaniquement la force. J'ai fait peut-être un quart. Voilà, donc là, c'est fait à la scie sous table. C'est assez safe de le faire comme ça, je trouve, surtout quand on a un pousseur, ça va vite. Et puis toute la poussière est bien aspirée. Donc. Bon, alors les planches, l'arrondi du dessus, enfin, j'ai fait deux passages à la dégo. Donc en fait, c'est pas un vrai arrondi, c'est une pente, un plat, une pente. Et donc, pour rattraper tout ça, coup de rabot à main, c'est encore le plus rapide pour moi. On pourrait faire ça à la ponceuse aussi, mais dans mon cas, le rabot sur du bois tendre, comme ça va quand même assez vite. Et ça fait pas de poussière aussi toxique, ça consomme rien du tout en consommable. Donc, c'est la solution que j'ai choisie. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un profil bien lisse et puis aussi quelque chose de plus continu qui varie plus lentement. Et ça n'empêchera pas un petit coup de ponçage, juste pour faire joli, pas vraiment pour changer la géométrie. Bon, le rabot, en plus, ça donne quand même une belle finition. Comme on voit ici, ça brille. Alors pour les finitions, pour l'extérieur, moi j'aime bien l'huile parce qu'en fait c'est facile de rajouter une couche quand on veut réparer. Donc je considère que c'est un peu plus durable que le vernis. Parce que pour réparer un vernis, il faut plutôt reponcer et revernir. Et c'est pas quelque chose qui se fait couramment, on va dire. Alors que mettre un petit coup de pinceau avec de l'huile, c'est assez facile. L'autre argument pour moi, c'est que cette huile de Tingles, là, c'est une huile qui est naturelle. Donc il n'y a pas de solvant dedans. Il n'y a pas de produits chimiques. Et après, c'est aussi, d'un point de vue très pratico-pratique, c'est une finition qui coûte pas très cher, qui se met hyper facilement. Parce que contrairement au vernis, ça pardonne beaucoup de choses. C'est-à-dire que voilà, si par exemple là, je mets trop d'huile à un endroit et pas assez à un autre, à la deuxième couche, ça va juste s'égaliser, il va rien se passer du tout. Alors que sur un vernis, il faudrait bien rattraper au ponçage pour que ce soit bien propre. Donc évidemment, là, il n'y a pas de ponçage entre les couches aussi, donc c'est un bon avantage. Et, bon, là, c'est jusqu'à absorption. Donc ça veut dire que c'est pas grave si on en met trop, on peut enlever au chiffon à la fin. Donc c'est vraiment très simple. J'ai expérimenté d'autres huiles, comme l'huile de camélia ou l'huile de jojoba, l'huile de lin évidemment. Ce que j'aime bien avec l'huile de Tingles, à part ce que j'aime pas trop, c'est que ça a une odeur qui est pas hyper agréable. Mais ce que j'aime bien avec l'huile de Tingles, c'est que c'est une huile qui polymérise pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que là, elle va rentrer dans le bois et au bout de plusieurs semaines, c'est un peu long quand il n'y a pas d'additif, elle va vraiment, ça va devenir rigide, quoi. Donc un peu comme un vernis. Alors évidemment, pas du tout avec la même dureté. Mais du coup, c'est vraiment une bonne protection. C'est pas quelque chose qui va facilement s'enlever. Donc je considère ça assez robuste. Alors bon, après, est-ce que c'est ce que je choisirais pour une application critique sur un toit ou je sais pas où, pas sûr. Mais en tout cas, pour un meuble d'extérieur, ça me semble. Enfin, bon, en tout cas, c'est ce que je fais. Alors ça jaunit un petit peu en termes de finition. Donc ça, c'est pas quelque chose que je recherche. Alors la partie bois est plus ou moins finie. Il faut encore prépercer quelques trous, mettre des vis, etc. Là, c'est la partie assemblage. Dans la norme sur les terrasses, pour la protection maximum, ils recommandent de protéger les solives avec une bande étanche et de mettre des cales. Donc pour un meuble extérieur, c'est pas vraiment obligatoire, mais comme je suis à un endroit où il pleut beaucoup, j'ai décidé de protéger. Donc moi, j'ai pas de solives, j'ai des petits bancs et par-dessus j'ai les lattes. Et en cale, donc ça, je vais mettre ces bandes de liège qui font 5 mm. Donc la norme, on recommande, je crois, 2 ou 3 mm au minimum. Donc 5 mm, ça le fait bien. Ça, c'est du liège pour sous-couche de parquet que j'ai en rouleau qui est pas cher. Alors le défaut, c'est qu'il se désagrège facilement. Donc pour essayer de le rendre un peu plus robuste, j'ai juste en collé sur une face avec de la colle à bois extérieur pour essayer de lui donner un petit peu de vie supplémentaire. Et là, la protection que je fais, elle n'est pas vraiment permanente parce que en fait, cet adhésif là, il colle pas vraiment bien vu que j'ai huilé le bois.
Mais donc, ça permettra au moins de faire une face étanche et l'idée, c'est que l'eau qui va stagner ici, elle va pas rester en contact du bois et elle va rester sur la surface et donc elle va s'évacuer, et cetera. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Alors les petits pieds, on a les lattes. Maintenant, il faut assembler le tout. Donc là, il y a deux solutions. Soit on visse par le dessus, soit on visse par le dessous. J'ai choisi de visser par le dessous, puisque ça permet de cacher les têtes de vis. Et donc, en termes de durabilité, je pense que c'est intéressant. Et alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut bien calculer son coût sur la profondeur. Donc là, je suis obligé de faire des pré-trous assez larges pour que l'embout visseuse puisse passer. Et donc, j'ai tout calculé pour que ça arrive. Alors, dans la norme, c'est 0,8 fois l'épaisseur de la latte. Moi, j'ai pris moins que ça parce que simplement mes lattes n'ont pas un profil constant, elles sont bombées. Et donc, je voulais avoir quand même une petite marge. Et donc là, mais j'ai des lattes de 21 à 24 mm. Et j'ai choisi de descendre à 15-16 mm, donc plutôt 0,075. Voilà. L'autre chose, c'est que bon, là, j'ai choisi de mettre donc des cales en liège. Donc ça veut dire qu'il faut bien serrer au moment de visser, puisque ces vis-là n'ont pas à serrer d'elles-mêmes. Elles sont pas auto-serrantes, puisque le filetage est quasiment continu jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait du serrage pour que ça reste en place au vissage. Bon, on y est presque. Donc là, les lames sont installées. J'en ai installé 4. La cinquième, je peux pas l'installer parce qu'en fait, elle passe derrière une rambarde. Je dois l'installer sur place et faire des découpes sur mesure. Maintenant, je vais aller tout monter, tout installer et faire les mesures sur place pour éviter de se tromper. Donc, dans mon expérience, c'est plus facile en fait plutôt que de tout dessiner sur une feuille théoriquement et puis de le faire dans l'atelier. Pour les petites retouches où il n'y a pas besoin de gros outils, c'est plus sûr et ça va plus vite au final de mettre en place et de dessiner directement sur place, de reporter plutôt que de faire des calculs compliqués. Bon voilà, c'est installé. J'ai un peu galéré sur l'installation, mais ça y est, c'est passé. On a installé des petits coussins, donc on a acheté après pour être bien sûr que ça allait bien, et des matelas qui sont résistants à l'eau mais pas étanches. Et ça nous fait un bon petit coin et à l'usage, c'est très plébiscité. Là, on est à quelques mois d'utilisation et vraiment ça marche bien. Les invités s'assoient spontanément dessus, les enfants jouent, on peut s'allonger pour lire son livre. Donc je suis très content de ce projet. Merci beaucoup et à bientôt.